Mes parents ont manqué le premier anniversaire de mon fils pour assister à une séance photo de ma sœur à Paris. Maman m'a envoyé ce message, on se fiche tout simplement de ton enfant. J'ai répondu, c'est noté. Ce soir-là, elle a tenté d'utiliser ma carte bancaire pour une note d'hôtel de 1700 €. J'ai tout bloqué et ils ont commencé à paniquer. Mon fils fêtait ses 1 an et mes parents étaient à Paris en train de prendre des photos de ma sœur en bikini. Je ne plaisante pas. Ils ont raté son premier anniversaire, son tout premier, pour aller faire une séance photo sur un rooftop pour l'Instagram de Clara. Pas d'appel. Pas de SMS. Ils ne sont juste pas venus. Et ce soir-là, ma mère m'a envoyé un message que je n'oublierai jamais, on se fiche tout simplement de ton enfant. C'était tout. Aucune excuse. Aucune explication. Juste un texto, comme si c'était la chose la plus banale à dire. Je suis restée fixée dessus un long moment, même pas en colère au début, juste stupéfaite. Et puis j'ai répondu avec un seul mot, noté. Je n'allais pas argumenter. Je n'allais pas supplier. J'allais m'en souvenir. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est éteint en moi. Le pire, c'est que je les avais invités des semaines à l'avance. Ma mère avait dit qu'elle vérifierait avec Clara pour s'assurer qu'il n'y avait pas de conflit d'agenda. J'aurais dû m'en douter. Ma sœur n'a pas de travail. Elle se qualifie de muse de marque et vit au crochet de produits gratuits et de cartes de crédit dont mes parents sont garants. Pendant ce temps, je cumule 2 emplois et j'élève mon fils seul. L'anniversaire d'Ellie n'avait rien de luxueux. Juste un jardin, une structure gonflable, quelques copains, et le gâteau que j'ai passé ma nuit à préparer jusqu'à 2 heures du matin. Il a adoré chaque seconde. Mais j'ai remarqué ces chaises vides. J'ai remarqué la façon dont mon amie Sarah ne cessait de demander « Tes parents arrivent plus tard ?» Ils étaient déjà loin. À Paris, à tenir des ring lights et à filmer les coulisses pour la story de Clara. Je les regardais plus tard. Ma mère était littéralement en train d'essuyer la sueur sur la poitrine de Clara pour que son e-glitter ressorte mieux. Mon père applaudissait à chaque fois qu'elle riait faussement en levant la jambe. Pendant ce temps, mon fils écrasait son cupcake sur son visage et regardait autour de lui, cherchant des gens qui n'étaient pas venus. J'ai cru que c'était fini quand j'ai dit « Notez ». J'en avais terminé avec eux. Je ne m'en souciais même plus. Mais j'aurais dû savoir qu'ils n'en avaient pas fini. À 23h42, ce même soir, mon téléphone a vibré. Alerte à la fraude de ma banque. 1783,40 €, Hôtel Belle Amie, Paris. Transaction refusée. Mon cœur a fait un bond. J'ai ouvert mon application bancaire et je l'ai vu. Quelqu'un avait tenté de s'enregistrer en utilisant ma carte de secours. Une carte que je n'avais pas utilisée depuis des mois. Celle que je gardais cachée pour les vraies urgences. Puis, tout est devenu clair. La dernière fois que j'ai visité leur maison, j'ai laissé mon sac à main sans surveillance pendant peut-être 10 minutes. J'étais en train de changer Ellie. Ma mère l'avait pris pour m'aider à ranger le comptoir. Ils ont volé ma carte. J'ai tout bloqué. Compte principal, carte de secours, même mon compte PayPal. Je ne voulais laisser aucune porte ouverte. En quelques minutes, j'ai tout verrouillé. C'est là que les appels ont commencé. Clara, encore et encore. Puis les SMS, tu peux nous appeler ? Il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce que tu penses. Pourquoi tu fais ça ? Tu es dramatique. Clara a fini par m'envoyer, tu vas le regretter. Tu as franchi une limite. Ils avaient franchi une limite. Et maintenant, ils allaient découvrir ce qui arrive quand j'arrête enfin de jouer la fille gentille. Je n'ai répondu à aucun de leurs appels. Pas un seul. Je suis restée assise dans mon salon, lumières éteintes, à regarder le journal des appels s'allonger de minute en minute. 10 appels manqués. 15. 23. Les textos s'accumulaient comme une sorte de caprice numérique. Je n'ai jamais répondu. Je continuais juste à faire défiler. Puis ma sœur a publié une story depuis le hall de l'hôtel. Le même hôtel qui avait tenté d'utiliser ma carte.
La vidéo ne durait que quelques secondes, mais je l'ai regardée 3 fois. Clara était en crop top et lunettes de soleil, faisant les 100 pas devant le comptoir, en train de se disputer avec quelqu'un hors champ. Ma mère était sur le côté, au téléphone, paniquée. Mon père n'était pas dans le cadre, mais je savais qu'il était là. Probablement en train de transpirer dans sa chemise, marmonnant que la réservation était déjà faite. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que la carte soit refusée. Il pensait que je ne remarquerais rien. Ou que je laisserais couler, comme toujours. Pas cette fois. Vers minuit, les messages sont devenus méchants. Clara m'a envoyé, grandis un peu. C'est juste un hôtel. Tu vas vraiment faire la mesquine pour ça? Puis, tu n'es rien sans cette famille. Continue à agir comme ça et tu verras ce qui arrive. Je n'ai pas répondu. J'étais occupée à me connecter à mes anciens comptes cloud. Voyez-vous, quand je leur parlais encore, je gérais leur partie technique. Mon père n'a jamais su comment désactiver les mots de passe enregistrés sur Chrome. Ma mère utilisait le même email pour tout. En 1 heure, j'ai changé les mots de passe de 3 de leurs abonnements de streaming, de leurs identifiants Apple, et du compte de Miles de mon père. Je les ai totalement coupés. Même pas par rancœur. Je voulais juste m'assurer qu'aucune information à mon nom ne traînait encore dans leur monde. J'ai déconnecté mon ancien compte Amazon de l'enceinte connectée de ma mère. Supprimé tous les accès partagés. Désactiver le partage de localisation. J'ai même retiré les photos de mon fils de l'album iCloud partagé que ma mère utilisait pour poster les photos esthétiques de Clara. On ne peut pas l'utiliser comme un accessoire quand on dit ouvertement qu'on se fiche de lui. Vers 1h20 du matin, ma mère a rappelé. J'ai laissé aller sur la messagerie. J'ai écouté 1 fois. Rose, c'est de la folie. Je ne sais pas ce que tu penses qu'on a fait, mais on est coincé ici. L'hôtel dit qu'il leur faut un nouveau moyen de paiement et on ne va pas gérer ça avec eux ce soir. Rappelle-moi, s'il te plaît. Pas de « je suis désolé ». Pas de « on n'aurait pas dû faire ça ». Juste une exigence. Une tentative de culpabilisation. Comme si j'étais le problème. Je suis restée assise sur mon canapé, sirotant le vin que je n'avais pas eu le temps de boire pendant la fête, et je les ai écoutés se décomposer. Pour une fois, c'était eux qui suppliaient pour une réponse. Mais j'étais occupée à planifier autre chose. Parce que couper leur séjour à l'hôtel ne suffisait pas. Pas après ce qu'ils ont fait à mon fils. Pas après ce qu'ils ont dit sur lui. J'avais une dernière carte à jouer. Et celle-là allait faire mal. Au matin, je savais déjà ce que j'allais faire. Je ne m'intéressais pas aux scènes de ménage ou aux règlements de compte sur les réseaux sociaux. C'est leur style, pas le mien. Ce que je voulais, c'était des dégâts calmes, chirurgicaux. Le genre qui dure. Le genre qu'ils ne verraient pas venir. D'abord, j'ai appelé ma banque et j'ai déposé une plainte pour fraude concernant la tentative de paiement à l'hôtel. J'ai donné tous les détails. Lieu, heure, nom. J'avais des preuves, aussi. La story Instagram de Clara la montrant dans le hall de l'hôtel exactement au moment de la transaction. Ils ont signalé la transaction comme un vol et m'ont dit qu'ils géreraient cela en interne. Ils m'ont dit que cela pourrait déclencher une enquête s'ils trouvaient une récurrence. Tant mieux. Qu'ils creusent. Ensuite, je suis allée sur ma boîte mail et j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis presque 1 an. Celui marqué SARL de papa. À l'époque où j'aidais encore à remplir ses déclarations fiscales et à nettoyer son bazar sur son logiciel de comptabilité, j'avais gardé des sauvegardes de tout. Relevé bancaire. Facture de fournisseur. Une copie de ses déclarations de revenus. Et des reçus. Beaucoup. Y compris plusieurs notes très douteuses déclarées comme frais professionnels qui étaient clairement des achats de vêtements pour Clara. Je n'avais aucune intention de le dénoncer. Pas au début. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose. Il y a quelques mois, mon père m'a demandé si j'avais toujours accès à son logiciel de comptabilité, au cas où quelque chose tournerait mal. Je lui ai dit que je m'étais déconnectée, mais je ne l'avais pas fait. Il n'a jamais changé le mot de passe. J'ai vérifié.
Ça fonctionnait toujours. Et ce que j'ai trouvé m'a laissé sans voix. Ils utilisaient mon adresse personnelle comme adresse de domiciliation pour leur entreprise. Apparemment, à un moment donné, ils avaient mis à jour la SARL chez moi pour éviter les problèmes de courrier chez eux. Je ne l'avais pas remarqué car le courrier était dématérialisé. Mais légalement, cela me faisait passer pour une associée. Ce qui signifiait que si quelque chose d'illégal se passait dans ces comptes, je pouvais être impliqué. J'ai tout imprimé. Tout. Puis je lui ai envoyé un PDF par mail. Pas d'objet, pas d'explication, juste un message simple, retire mon nom de tous tes dossiers. Aujourd'hui. Il a fallu moins de 10 minutes pour que mon téléphone recommence à vibrer. Appel sur appel. Puis un message de lui, tu ne réfléchis pas clairement. Parlons avant que tu ne fasses une bêtise. Je n'ai pas répondu. J'étais occupée. Ensuite, j'ai envoyé un message à l'hôte Airbnb dont ils ont utilisé le logement à la Toussaint dernière. Un voyage qu'ils n'ont bizarrement jamais payé. Mon nom figurait sur cette réservation aussi, parce qu'ils prétendaient ne pas savoir comment créer un compte. J'ai contacté l'hôte, me suis excusé pour la facture impayée, et lui ai dit exactement qui avait séjourné là et qui les avait arnaqués. Puis je leur ai transmis le nom complet et les coordonnées de ma mère. J'avais les preuves. Des vrais. Vers midi, Clara m'a envoyé un pavé de texte, tu essaies de ruiner nos vies. Parce que c'est ce que tu fais. Tu es devenue complètement folle et tu entraînes tout le monde avec toi. Il ne s'agit plus de ton gamin. C'est juste de la vengeance. Tu es une mère célibataire aigrie et tout le monde le voit. Je n'ai pas répondu. Elle ne valait pas la peine. J'ai fait un dernier mouvement. J'ai appelé l'école privée dont mes parents ne cessaient de se vanter, celle où ils voulaient qu'elle y aille. Celle pour laquelle ils prétendaient qu'ils aideraient à payer le moment venu. J'ai dit poliment à la directrice que nous n'allions finalement pas postuler, et que personne, sous aucun prétexte, n'était autorisé à parler au nom de mon fils à part moi. Parce que je savais ce qu'il prévoyait. Il voulait faire partie des moments de sa vie qui étaient amusants, qui rendaient bien sur les photos. Le reste, il me le laisserait. Plus maintenant. À la fin de la journée, j'avais rompu chaque accès partagé, coupé chaque lien financier, et m'étais assuré qu'aucune trace de moi n'était liée à leurs problèmes. Je les ai tous bloqués. Chaque numéro. Chaque email. Je m'attendais au silence. Au lieu de cela, j'ai reçu une lettre. Une vraie. Elle est arrivée 2 jours plus tard. L'écriture sur l'enveloppe était celle de ma mère. Et ce qu'il y avait à l'intérieur a tout empiré. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. L'enveloppe n'avait même pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture de ma mère instantanément. Une cursive soignée, trop travaillée, avec des boucles géantes sur les L, comme si elle écrivait à une correspondante en 1973. Je suis restée assise à la table de la cuisine quelques minutes à la regarder. Une partie de moi pensait que peut-être que ce seraient des excuses. Quelque chose de sincère. Une lueur de regret. Mais ce n'était pas le cas. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier épais parfumé pliée en 2. Ça sentait le parfum qu'elle mettait toujours quand elle voulait avoir l'air élégante. Je l'ai dépliée lentement, me préparant déjà au choc. La lettre était courte. Juste 8 phrases. Commençait par « Tu trouves toujours un moyen de tout ramener à toi. » Puis, on a essayé de te soutenir après que tu sois tombée enceinte d'un moins que rien. On t'a donné du temps, de l'espace, de l'argent. Et c'est comme ça que tu nous remercies. Ça a dégénéré à partir de là. Elle a accusé la situation pour les faire passer pour des méchants, a dit que j'essayais d'utiliser Ellie pour gagner de la sympathie, et m'a dit que j'empoisonnais sa vie en le coupant de sa vraie famille. Vraie famille. C'est ce qu'elle a dit. Mais la partie qui m'a vraiment touchée, Ellie grandira et t'en voudra pour ça. Tu penses le protéger, mais ce que tu fais est cruel. Je ne sais pas quel genre de mère écrit ça à sa fille après avoir choisi une séance photo en bikini plutôt que le premier anniversaire de son petit-fils. Mais c'était là, noir sur blanc. J'ai plié la lettre, je me suis levée et je l'ai jetée directement à la poubelle. Ensuite, j'ai pris mon téléphone,
trouvé le numéro de mon avocate, et j'ai appelé. Je ne l'avais jamais utilisé pour quelque chose de sérieux auparavant. Juste de la paperasse pour la naissance d'Ellie et quelques questions sur la garde. Mais maintenant, j'avais quelque chose de plus important en tête. Je lui ai tout dit. Chaque message. Chaque tentative de paiement. Chaque lien qu'ils avaient fait avec mes comptes, mon fils, mes biens. Je lui ai parlé de la lettre, aussi, parce qu'elle prouvait quelque chose que je n'avais pas encore réussi à dire à voix haute. Ce n'était pas juste de la négligence. C'était ciblé. C'était du contrôle déguisé en chaos. Elle n'a pas hésité. Elle a dit, on dépose une mise en demeure aujourd'hui. Après cela, vous pourrez passer à l'étape supérieure si nécessaire. J'ai demandé ce que signifiait passer à l'étape supérieure. Elle a dit, une mesure d'éloignement s'il continue à insister. Et croyez-moi, j'ai vu des familles très semblables à la vôtre. Elles pensent toujours être trop intelligentes pour se faire prendre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas parce que j'avais peur. Mais parce que j'en avais fini. Fini d'attendre qu'il change. Fini de laisser mon fils grandir en pensant que ces gens-là étaient des personnes sûres. Fini de prétendre que ce n'était qu'un problème de communication, ou de favoritisme, ou de style d'éducation différent. C'était une guerre émotionnelle. Et maintenant, je répondais avec de la paperasse. Le lendemain matin, je leur ai envoyé par courrier recommandé les copies des mises en demeure. Une chez eux, une à la boîte postale de ma sœur à Paris. Sans signature requise. Ça aurait dû être la fin. Mais ensuite, Clara a décidé de rendre ça public. Elle a posté un TikTok cet après-midi-là. Et elle m'a identifié. J'ai vu la notification en donnant son déjeuner à Ellie. Juste une petite bulle rouge sur mon téléphone. @Clara&Co vous a identifié dans une vidéo. Mon estomac s'est noué avant même que je clique. Je savais que, quoi que ce soit, ce ne serait pas joli. La vidéo affichait déjà 32 000 vues quand je l'ai ouverte. Elle était assise dans un café trop éclairé, un matcha glacé à la main, parlant à la caméra comme si elle donnait des conseils de vie. Maquillage léger, yeux tristes. Ce ton faussement sincère qu'elle utilisait toujours quand elle voulait manipuler les gens sans avoir l'air de le faire. La légende disait, quand ta sœur utilise tes parents comme une arme et ruine la vie de ton enfant par jalousie. Elle pleurait. Réel ou faux, je ne pouvais pas dire. Probablement faux. Clara ne pleurait jamais sans public. Elle disait que j'avais complètement pété les plombs et que je punissais nos parents pour un malentendu lors d'un week-end d'anniversaire. Elle disait qu'elle était inquiète pour ma santé mentale. Elle prétendait que j'avais coupé les ponts avec tout le monde sans raison et que maintenant j'essayais de faire croire que nous étions les méchants, alors que tout ce qu'on avait fait, c'était l'aimer. Puis elle a sorti cette phrase, « Mon neveu est celui qui souffre. Il grandira sans ses grands-parents, sans moi, tout ça à cause d'une rancœur. » C'est là que je me suis mise en colère. Pas parce qu'elle mentait. Je m'y attendais. Mais parce qu'elle entraînait mon fils là-dedans. À essayer de passer pour la victime à ses dépens. Les commentaires étaient exactement ce qu'elle voulait au début. Des gens écrivant des choses comme « La famille, c'est tout ». Ou « Elle doit être jalouse de ton succès ». Quelqu'un a écrit « Elle est sûrement énervée de ne plus être la préférée ». Une autre « Coupe les ponts. Tu n'as pas besoin d'énergie toxique ». Je n'ai pas répondu. Je ne me suis même pas connectée à TikTok. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. Une fille dont je me souvenais à peine du lycée, Gilles, a commenté « Ce n'était pas la sœur qui a aidé à payer ton loyer l'an dernier quand ton contrat promo a capoté ». Puis une autre « Tu n'as pas raté le premier anniversaire de ton neveu pour filmer ça ». D'autres commentaires ont commencé à arriver. Quelques personnes avaient retrouvé ces anciennes stories, le tag de l'hôtel, la séance en bikini. Une personne a fait un stitch de sa vidéo avec une capture d'écran de Clara dans le hall de l'hôtel ce week-end-là, avec la légende « Tu étais à Paris ». Juste ça. À la fin de la soirée, les commentaires s'étaient retournés. Ces fausses larmes étaient en train de se faire démonter par des gens qui la démasquaient. Elle a supprimé la vidéo. Puis elle en a posté une autre.
Cette fois sans larmes, sans filtre, sans matcha. Juste de la colère. Elle disait qu'elle était attaquée pour avoir dit sa vérité et a menacé de tout exposer. C'est là que j'ai su qu'elle était en train de sombrer. Et je n'allais pas l'arrêter. J'avais des preuves. Tellement de preuves. Capture d'écran de texto. Messagerie vocale. La tentative de paiement à l'hôtel. La lettre. La dette Airbnb. Leur compte utilisant mon adresse. Je n'avais voulu utiliser rien de tout cela publiquement. Mais si elle me forçait, je le ferais. Et je savais qu'elle ne s'en remettrait pas. Toute son image en ligne était basée sur une apparence parfaite. L'influenceuse accessible avec une vie douce et une famille aimante. Les gens ont vu ce qu'elle était vraiment. Ce serait la fin. Alors j'ai pris une décision. J'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps. Quelqu'un que Clara avait bloqué partout il y a des années. Son ex-petit ami, Marc. Parce que si quelqu'un connaissait la vraie Clara derrière les filtres, c'était lui. Et j'avais le sentiment qu'il serait prêt à parler. Je n'avais pas parlé à Marc depuis la rupture. Il était calme, respectueux. Trop bien pour Clara, honnêtement. Ils étaient ensemble pendant 3 ans. Elle l'utilisait comme un accessoire. Repas gratuits, vacances, cadeaux. Quand il a arrêté de tout payer, elle l'a jeté. Bloqué partout, a dit qu'il la freinait. J'ai retrouvé son numéro encore enregistré dans mes anciennes sauvegardes de groupes de discussion. Je lui ai envoyé un message simple, je ne te demande pas de t'impliquer. Mais elle entraîne mon fils là-dedans maintenant. Et elle ment publiquement. Il m'a appelé 20 minutes plus tard. Je ne m'y attendais pas. Il a dit qu'il avait vu le TikTok. Des gens lui avaient envoyé. Apparemment, il n'était pas le seul à qui elle avait fait du mal. Il a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je n'avais besoin de rien de spécifique. Mais s'il avait des messages, des captures d'écran, quoi que ce soit qui montrait qui était vraiment Clara, je ne l'empêcherais pas de partager. Il a dit, tu es sûr ? Ça va lui retomber dessus. J'ai dit, tant mieux. 4 heures plus tard, Marc a publié un thread sur X, Twitter. Pas de nom dans le premier post, juste ceci, dingue de voir comment certaines personnes pleurent devant la caméra sur des traumatismes familiaux qu'elles ont elles-mêmes créés. Parlons de ce qui est omis. Le thread est devenu viral en quelques heures. Il a posté des captures d'écran où elle lui demandait de l'argent pour son loyer, puis l'utilisait pour s'acheter des chaussures. Des captures d'écran où elle se vantait de manipuler des marques. Des messages privés où elle dénigrait moi, nos parents, même Ellie, le traitant de « responsabilité en relations publiques en forme de bébé » parce qu'il gâchait l'esthétique de son fil d'actualité. Et oui. Il a posté la photo du rooftop en bikini. Même horodatage que la fête d'Ellie. Internet s'en est régalé. Les gens ont commencé à combiner sa vidéo supprimée avec le thread de Marc. Ses propres abonnés se sont retournés contre elle. Les sponsors ont discrètement retiré leur tag. L'un d'eux a même republié le thread de Marc avec les mots « Nous ne nous associons pas à ce comportement ». Partenariat terminé. En 48 heures, Clara avait verrouillé tous ses comptes. Mes parents n'ont pas appelé. Pas de SMS. Pas d'autres lettres. Juste le silence. Mais pas pour longtemps. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de mon avocate. La mise en demeure avait été ignorée. Ma mère en avait transmis une copie à une de ses amies avec une légende passive-agressive, et cette amie l'avait envoyée à quelqu'un d'autre. Nous l'avons retrouvée publiée dans un groupe Facebook privé avec un commentaire dédaigneux sur les « reines du drame » qui ne savent pas pardonner à la famille. C'en était assez. Mon avocate a déposé une demande d'ordonnance de protection. Quand elle est arrivée à leur porte, signifiée par un huissier cette fois, ils ont compris le message. Plus de SMS. Plus d'appels. Plus de visites chez moi en faisant semblant d'être juste dans le quartier. C'était fini. C'était il y a 6 mois. Ils n'ont pas revu mon fils depuis. Et ils ne le reverront pas. Ellie s'épanouit. Il vient de commencer à marcher. Il est bruyant,
Curieux, obsédé par les camions. Il ne sait pas ce qu'il a perdu, et je travaille dur pour m'assurer qu'il ne ressente jamais cela comme une perte. Il est entouré de gens qui se soucient vraiment de lui. Moi. Je suis libre. Plus d'obligations familiales de façade. Plus de sourires forcés aux anniversaires auxquels il ne venait pas. Plus de prétentions que tout cela était normal. Je n'ai pas brûlé le pont. Ils l'ont fait. J'ai juste craqué l'allumette pour qu'ils arrêtent enfin d'essayer de revenir en arrière.